Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver ici en direct du parc des expositions à la Porte de Versailles dans le cadre du Salon à l'agriculture pour l'émission que je préfère qui s'appelle On refait le salon et que je vais animer avec mon ami... S'il ne prend pas Olivier le micro, c'est sûr que Masbou. c'est pas gagné. Olivier Masbou, qui Bonsoir. est journaliste dans une coopérative. Ça existe, ça, les Oui, une coopératives coopérative de journalistes, l'agence de presse Socopac, Société coopérative de presse agricole. Il nous coûte cher, mais il est performant. Il connaît bien son acteur, donc on l'embauche. Juste à ma gauche, Jean-Pierre Lambert, bonjour. Il faut prendre le micro et parler bien fort. Bonjour. Oui, on va raconter votre histoire juste après. À vos côtés, Déborah Brémond, vous nous venez d'où ? Saint-Dizier. Saint-Dizier. Et on laissera découvrir ce que vous faites par la suite. Claude Petit-Guyot, il nous vient du... Jura, bonjour. Et il fait... Je suis producteur de viande et de céréales. Et juste à mes côtés, Christian Pelletier. Bonjour. Bonjour. Pédagogue, mais de façon précise. Précise et peut-être un peu alternative ou borderline ou je ne sais pas comment on va le dire, comme ça te plaira. Et on parlera d'agroécologie. Alors, Jean-Pierre Lambert, moi j'ai envie de dire que vous étiez un peu en dehors du moule. Et résultat, il y a une histoire qui a mal tourné. Alors au début, pourtant, l'histoire partait bien. 1979, vous vous installez dans une ferme. C'est une ferme avec des terres très sableuses. Elle n'est pas très bien. Vous revenez sur votre exploitation. Vous avez un troupeau de 60-70 vaches. Et jusque-là, tout va bien. Alors, première escroquerie, c'est à l'installation la première fois. C'est une installation qui s'est faite sur des terres très pauvres et une attribution s'affaire. Ouais. Et donc, il y a eu une vente aux enchères. Et la vente aux enchères, les participants de la vente aux enchères ont arrêté l'enchère à 350 000 francs à l'époque. Et comme par hasard, la SAFER a préempté à 550 000 francs. Et elle m'a revendu une partie du noyau 170 000 francs et le reste 750 000 francs à un apporteur foncier. Mais au final, vous faites de la biodynamie. Ça, c'est un peu en dehors du moule, ça, la biodynamie à l'époque. Oui, c'était un courant assez rare, oui. Oui, à l'époque. Hein. Et puis à un moment donné, vous avez quand même, vous avez perdu les aides de PAC. Et la problématique, c'était que... disons, j'avais un troupeau de vaches laitières et puis j'ai voulu faire de la vache allaitante. Donc, il n'y a pas eu la transmission des primes vaches allaitantes à l'époque. Et puis, donc, le système viande, s'il n'y a pas les aides communautaires, c'est moins 100% de revenus chaque année. Donc, vous êtes tombé dans une situation compliquée. D'autant plus que vous n'ouvriez pas les lettres que vous envoyez à la MSA. C'est une petite erreur quand même. À partir de ce moment-là, j'ai pris un emploi à l'extérieur. J'ai envoyé un courrier à la MSA lui disant que je ne faisais plus partie de son listing. Et puis j'ai complètement occulté les courriers qu'ils ont pu m'envoyer. Partant du principe que le règlement européen vous permet de choisir en fait là où vous voulez cotiser. Là, très concrètement, il y a une loi européenne qui date de 92 qui permet à chaque citoyen ou entreprise de s'assurer où il veut en Europe. Et là, c'est le début de l'enfer. En fait, j'ai nié évidemment l'existence de ces structures-là, mais ça s'est accumulé et en fait, ils l'ont très peu réclamé au départ et puis ça s'est terminé tragiquement. En 2022, en 2021, ils l'ont déclaré la ferme en liquidation judiciaire. Et puis 2022, ils sont venus chercher les animaux au printemps. Et puis de même, ils ont pris le matériel à l'automne. Et de colère, j'ai fait brûler ma ferme. Alors je redis bien, 2022, effectivement, un hélicoptère qui arrive, les policiers qui arrivent dans votre ferme. Vous êtes pris un peu de court. Ils devaient avoir un peu peur quand même de vous, parce qu'on ne débarque pas avec des gendarmes et un hélicoptère. Je crois qu'il était 40. Alors il me semble que ça devait être les 40 voleurs. Donc ils se sont servis. Ouais. Et ils prennent les bêtes, et puis à un moment donné, vous dites je préfère brûler ma ferme. Oui, à un moment donné, j'ai fait de la résistance. Je dis l'ennemi s'empare de tout. Il s'empare de tout ce que je possède, de tout ce que j'ai gagné au long de ma vie. Je brûle ça pour pas qu'il en profite, quoi. Et à partir de ce moment-là, vous allez en prison. Eh bien, effectivement, parce que j'ai brûlé ma ferme devant les gendarmes. Donc, c'est un flagrant délit, d'ailleurs, que j'ai poigné. Et puis, j'ai passé 3 semaines en détention. Qu'est-ce qu'il faut... Donc, vous êtes resté 3 semaines en prison. Vous découvrez le système carcéral ? Effectivement, oui. Disons que
j'ai vécu quand même assez longtemps dans le stress. Je pense que j'ai bien géré mon temps en détention, quoi. J'ai fait des connaissances qui m'ont enrichi. J'ai beaucoup voyagé. J'ai rencontré des gens d'Afrique du Nord, d'Afrique centrale, des gens d'Ukraine, puis des gens des pays de l'Est. Et on a beaucoup échangé. Alors, quelque part, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette histoire malheureuse, mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, effectivement, vous ne rentrez pas dans le moule, puisque vous n'aviez pas envie de suivre le chemin habituel, mais cela dit, vous êtes un agriculteur, vous êtes capable de produire, vous êtes capable d'alimenter, sauf que vous n'avez pas envie de cotiser à la MSA, sauf que vous faites de la biodynamie, il y a une certaine pression aussi qui se met contre vous, et vous avez envie d'ailleurs très tôt de pratiquer l'autonomie alimentaire, c'est-à-dire que vous adaptez la taille du troupeau au nombre d'hectares que vous avez. Eh ben, je ne sais pas, j'ai l'impression d'avoir été peut-être avant-gardiste, parce qu'aujourd'hui, la France souffre de ce manque d'autonomie. Et s'il y avait un conflit, je pense que ça poserait de gros problèmes. Exactement. Ça donne lieu à un documentaire. Ce documentaire, donc, qui a été diffusé sur France, sur la télé, et qui est disponible actuellement donc en replay sur France.tv, et je conseille vraiment d'aller le voir, qui raconte votre histoire. Le nom, il s'appelle comment? Le nom du documentaire? Lambert Jean-Pierre, paysan, matricule 14 448. Bon. Pas de numéro d'écrou. Voilà, c'est le numéro d'écrou. Comment vous réagissez, Olivier? Pas en particulier. Et on voit des images en même temps. Ah, voilà. Mais je voulais savoir où vous étiez déjà installé, parce que ça s'est passé où tout ça? Sud-Sarthe, Cours de Manche. D'accord. Et c'était 2021, 2022, c'est ça? 2022, la liquidation. Oui. D'accord. Alors, comme ça, spontanément, sans connaître l'histoire, parce que je la découvre comme tu viens de la raconter, Jean-Paul et monsieur et Jean-Pierre, ça paraît effectivement violent, l'hélicoptère, les 40 gendarmes, etc. Après, c'est certainement le préfet qui a mobilisé tout ça. Pourquoi est-ce que c'est disproportionné ou pas? A priori, de loin, ça le paraît. Mais normalement, ils ont autre chose à faire, les hélicoptères et les gendarmes. Donc, c'est ce qu'il faudrait savoir. C'est pourquoi on est arrivé à une situation de blocage telle qu'il faille arriver à des extrêmes comme ça, quoi. Votre regard? Alors peut-être que ceci, c'est l'anti-modèle. C'est la chose à ne pas divulguer. Enfin, il ne faut pas que mon cas se répercute et puis que d'autres en prennent de la graine, quoi. Et c'est pour ça que vous avez souhaité témoigner justement au travers du documentaire? Eh bien oui. En plus, j'ai fait une rencontre avec le réalisateur et puis ça a très bien fonctionné, quoi. Et puis en quelque sorte, c'était un peu un testament, quoi. C'est aussi pour livrer à mes enfants et ce qui s'est passé. Et vous faites quoi maintenant? Parce que je suis double actif. Oui. Donc j'avais ma petite ferme et puis j'ai fait du service à la personne, l'entretien chez les particuliers. Mais ça pose quand même une question, si on essaie de tirer des enseignements. Ça veut dire qu'une exploitation vivait avec les aides. Et sans aide, on ne peut pas vivre. Eh bien en fait, contrairement aux autres agriculteurs, les aides, j'allais les chercher en travaillant par ailleurs, quoi. Oui, parce que vous les avez refusées, les aides. Dans un premier temps, je les ai demandées. Ouais. Et puis déjà, tous les systèmes agroécologiques qui sont basés plus sur la production d'herbes que sur l'intensification à base de maïs, et ils ont toujours été pénalisés au niveau des aides. On avait au départ, je crois que c'est 50 € de l'hectare pour une prairie et 250 ou 300 € pour un champ de maïs. Est-ce que le milieu vous a soutenu ou le milieu vous a enfoncé? Je crois que j'ai fait cavalier seul, mais je n'ai pas été, hormis la confrontation paysanne, mais je n'ai pas été soutenu. On a sûrement tout fait pour que ma façon de voir s'éteigne rapidement. Quand vous avez mis le feu à votre ferme, l'idée c'était de dire quoi? C'est qu'à un moment donné, il fallait que ça s'arrête et puis il fallait marquer le coup, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a tellement de pression. Je pense, oui, mais c'est un geste qui a été réfléchi. Je n'ai pas fait ça dans la colère, Ouais. je l'ai fait froidement. Ouais.
Et d'ailleurs, pour citer, quand les gendarmes sont arrivés avec leur petit extincteur, ils m'ont vu allumer le feu sous le tracteur. Ils m'ont dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. J'ai allumé le feu et puis ils ont tenté d'éteindre le premier incendie. Et puis j'ai mis le feu à la cellule de foin et là tout a flambé, quoi. Christian Pelletier. Oui, je pense que ce que vous nous racontez, ce sont des situations qui sont un peu marginales, mais qui peuvent exister quand même. Et ce sont de belles situations d'apprentissage, je pense, pour des jeunes. Alors ma question, c'est est-ce que des enseignants de lycée agricole, parce que je sais qu'il y en a 2, 3 dans le cadre, pas loin du Mans, est-ce que des enseignants de lycée agricole, suite aux articles qui sont passés dans la presse, parce que moi j'en ai vu quelques-uns, sont venus vous voir en disant il y a peut-être quelque chose à faire pour faire apprendre des choses à des jeunes avec ça, avec cette histoire-là? Alors non, par contre, il y a un jeune qui voulait faire une thèse sur l'histoire. Donc c'est resté, ça ne s'est pas développé, mais il y a eu quelqu'un qui était intéressé. Parce que moi, c'est vraiment de l'eau pour le moulin, ça. L'idée qu'on a avec quelques collègues dans l'enseignement agricole, c'est de partir des situations territoriales, des situations sociales, qu'elles soient professionnelles, agricoles ou pas, hein, pour justement enseigner aux jeunes des savoirs qui vont leur permettre de mieux pouvoir agir dans un monde qui est incertain. Dans un monde où du jour au lendemain ça peut basculer, où les politiques publiques peuvent un peu ou beaucoup changer, où des tensions internationales géopolitiques peuvent faire que des amis aujourd'hui deviennent des ennemis demain et ainsi de suite. Et donc c'est intéressant d'avoir un panel de situations territoriales pour les faire travailler avec une orientation, bien entendu, c'est pas faire travailler sur votre histoire en particulier, mais c'est faire travailler sur une famille d'histoires, pour que des jeunes se construisent des repères, parce qu'on ne sait jamais, dans leur entourage, demain, ou peut-être eux, ils pourraient être amenés à être confrontés à ce genre de situation. Et si, comme le disait une étudiante il n'y a pas longtemps avec qui on travaillait, si on ne fait pas ça à l'école, si on n'apprend pas ça à l'école, où est-ce qu'on va l'apprendre? Si ce n'est à nos dépens quand on sera dans les situations professionnelles ou sociales. Je suis content que mon cas de figure puisse servir à améliorer le système, quoi. Ouais, pour y participer. Et la ferme aujourd'hui, elle est devenue quoi? Les vaches, tout le troupeau a été repris, les terres ont été reprises. Qu'est-ce que... Alors, les terres ont été reprises en partie. Déjà, il y a une partie, parce que finalement, l'histoire n'est pas finie. Il y a la maison qui est hypothéquée. Donc, ça va être le jour où le procès en appel sera terminé vis-à-vis de la MSA, que je saurai de quoi il retourne, quoi. Ce que vous dites dans le documentaire, c'est que vous aviez une bonne génétique et que quand ils vous ont pris déjà un certain nombre d'animaux au début, c'est là où ça a commencé à être douloureux. Eh bien, en fait, j'ai travaillé en autonomie. Certains disent en autarcie, mais en autonomie. Donc, il n'y avait pas d'insémination artificielle. J'ai créé une pseudo-race locale adaptée à mon terrain. Et d'ailleurs, en bio, quand la fertilisation est adaptée, on n'a pas de souci de boiterie, on n'a pas de souci. Il y a beaucoup de choses qui s'estompent. Le mettre des engrais azotés ou potassiques en excès dans les sols, ça détruit la santé des animaux, quoi. Quelque part, il était en avance un peu sur pas mal de choses que vous reprenez aujourd'hui dans l'enseignement. L'autonomie alimentaire, par exemple. La question de l'autonomie, c'est la grande question aujourd'hui, comme vous le dites, à différentes échelles. À l'échelle, on va dire, de la parcelle, à l'échelle de l'exploitation, à l'échelle des territoires. On parle des systèmes alimentaires locaux, il y a les PAT, les projets, les programmes alimentaires territoriaux, qui tournent un petit peu autour de cette autonomie. On ne parle pas d'autarcie quand même, hein. On ne parle pas d'autarcie, on va parler d'autonomie. En gros, moi, ce que j'entends aussi dans votre parcours, c'est une autonomie de pensée qui va se créer. Et je pense que ça, on en a besoin. Et cette expérience-là, elle mérite d'être mise à distance, enfin la vôtre et d'autres, elle mérite d'être mise à distance pour que des jeunes se saisissent des outils qu'il y a derrière pour pouvoir être autonome dans sa pensée. Alors après, les actes, parfois, c'est un peu plus compliqué, mais au moins être autonome dans sa pensée. Et on avait une discussion tout à l'heure avec Anne Leca en off de Vox Déméter au sujet de l'IA et le danger où on va déléguer à l'intelligence, soi-disant intelligence artificielle, tous les mécanismes de la pensée. Et donc, quels jeunes on va former si on les fait uniquement travailler avec l'IA, si on ne les met pas dans des situations
où il y a des choses difficiles à résoudre, s'il y a des problèmes auxquels il faut s'affronter, il faut se coltiner, il faut se frotter pour pouvoir, avec l'aide des enseignants, prendre du recul là-dessus et en sortir des outils intellectuels qui vont permettre justement de faire face à de telles situations après. L'enjeu aujourd'hui, depuis que Stéphane Le Foll, mais on pourrait parler de Jean Glavany, déjà avant où il y avait une orientation plutôt agriculture durable, on disait ça comme ça à l'époque. Après on a parlé d'agroécologie, demain on parlera peut-être d'un autre terme. L'idée c'est bien ça, c'est d'abord d'entraîner le raisonnement pour faire face à des situations qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus incertaines et de plus en plus diverses. Et donc je pense qu'avec votre cas et d'autres aussi, il y a matière à faire réfléchir les jeunes et donc à les faire avancer. Oui, et il y a matière à inviter Jean-Pierre, puis le réalisateur ou le producteur du film, pour justement faire des débats. C'est-à-dire que vous êtes tout à fait ouvert à ce qu'on montre le film et que derrière ça donne occasion à débat. Alors pourquoi pas, Christian ? Au lycée du Mans, moi j'y ai travaillé une bonne dizaine d'années, j'y retourne. En plus, c'est pas loin de chez vous et moi j'habite au Mans, donc je pense qu'il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire. Et puis à vous aussi, si vous avez envie justement de réfléchir à ces évolutions et à la pression que le milieu agricole peut exercer aussi en son sein quand on sort un peu du moule. Claude, tu as un coup de gueule à pousser. Alors déjà, il faut que tu m'expliques un peu ce que tu fais. Du comté. Je me présente vite fait, donc je suis du Jura. Le Jura, c'est un département en Franche-Comté, en limite de la Suisse. Et je suis en production viande bovine charolaise, naisseur engraisseur, céréales, blé, orge, maïs pour nourrir mes animaux, maïs semences, soja. Et il y a 3 ans, je me suis lancé dans la production de champignons, pleurotes et champignons de Paris. À côté de ça, c'est vrai que dans le Jura, il y a beaucoup de production, que ce soit le vignoble, que ce soit la viande, que ce soit les céréales. Et on a une production qui est quand même très connue à travers la France, le comté. Aujourd'hui, c'était le comté, jusqu'à maintenant, c'est une des premières appellations qui a été mise en place il y a déjà quelques années. Et c'est l'exemple même d'une appellation qui marche bien, qui marche très qui rémunère bien ses producteurs, tout à fait, ses éleveurs. Oui, il n'y a pas de cachette. Ils sont à 700 € tonne aujourd'hui le litre de comté, pour le litre de lait pour faire du comté. Il y a le morbier aussi à côté de ça. Par contre, il y a un cahier des charges énorme qu'il faut respecter. Ils n'ont pas le droit à l'ensilage, ils n'ont pas le droit à plein de choses, c'est foin, prairies naturelles, etc. Et aujourd'hui, il y a quelques associations qui commencent à mettre le nez un peu là où il ne faudrait pas, on va dire. Parce que moi, je n'accepte pas des productions qui fonctionnent très bien, qu'on commence à les déranger. Entre autres, pour tout ce qui est rejet des eaux de lavage des laiteries, des fruitières, parce que ça s'appelle des fruitières, les coopératives fruitières, qui commencent à regarder ça de près parce que, soi-disant, qu'il y a de la pollution, etc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les normes qui sont imposées, les coopératives fruitières sont déjà équipées du style de filtration de roseaux ou alors par rapport à des systèmes de méthanisation pour traiter justement les déchets en eau, quoi. Alors, il y a 2 solutions. Soit il y a un problème, soit il n'y a pas de problème. Qui mettent leur nez, c'est pas très grave. Après, ça peut devenir compliqué parce que ça peut freiner la production de comté. C'est-à-dire qu'au niveau prix, si jamais il y a un petit dérangement, le prix peut chuter, quoi. Quel est le sujet? D'abord, c'est l'eau dans les exploitations agricoles ou l'eau dans les coopératives fruitières? Bon, parce que c'est pareil, les exploitations sont aux normes plus que plus. Donc quel est le sujet? Qui jette l'opprobre sur une marque. L'eau, elle est traitée. L'eau, elle est nettoyée, elle est traitée. Oui. Mais il y a toujours quelque chose, il y a toujours une part des eaux qui, des fois, qui n'est pas traitée complètement, quoi. L'eau des lavages des cuves ou l'eau des lavages du sol de la fromagerie. Alors il y a la loi. Il y a des circuits au niveau de. Qu'on appelle la loi Reuse, c'est un franglais horrible sur la possibilité de réutiliser l'eau dans l'industrie agroalimentaire. Donc oui, tout à fait. Ça ne suffit pas là? Le souci, c'est qu'on veut le client qui achète les produits, peu importe que ça soit du comté ou autre, il veut toujours que ça soit plus blanc que blanc. Donc, il y a un moment donné, ça peut parler. Il y a un moment donné, de vouloir faire des extrêmes, on tombe dans l'effet inverse, pardon. Voilà, ce que dit Claude, c'est que si effectivement on commence à montrer du doigt en disant « oh, cher, c'est pas très net », etc., toi, tu as peur que ça fasse tomber la réputation du fromage. Je ne suis pas contre qu'il y ait des lois, qu'il y ait des associations. Ça nous permet de bouger, ça nous permet de regarder, ça nous permet d'avancer, d'évoluer. Mais à un moment donné, il faut dire stop, parce que ces gens-là, ils sont bien gentils de vouloir nous mettre les bâtons dans les roues et tout.
mais qu'ils viennent au moins quelque temps avec nous discuter et puis découvrir comment fonctionne, qu'on travaille, quoi. Christian, par exemple, ou Jean-Pierre, Simplement pour dire, parlez bien fort. comme la filière fonctionne bien, peut-être qu'ils ont envisagé de ponctionner un peu plus la filière. Il y a aussi ce rapport-là. Vous voulez dire quoi par là, en fait? Je veux dire, parce qu'il y a peut-être de l'argent récupéré sur une filière qui fonctionne bien. Ah oui, c'est qu'il y a peut-être des intérêts à venir vous chercher des... Sûrement. Chercher des poux dans la paille, comme on dit. Et vous avez envie d'être tranquille, vous, c'est ça? Être tranquille, de continuer d'évoluer, de faire du produit de qualité. Il ne faut pas oublier quand même que nous, le monde agricole, peu importe si on est des éleveurs en race à viande, en race à lait, ou des maraîchers ou des arboriculteurs, on est là quand même pour nourrir le peuple. Et c'est pas aujourd'hui, quelque part, il y a longtemps qu'on a compris le système qu'il faut produire de la qualité. Donc, il y a un moment donné, on sait comment faire, on sait quoi faire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que entre la loi d'orientation agricole et la loi du plomb, justement, on sent aujourd'hui que vous, les agriculteurs, vous dites, et c'est, je pense, un élément de langage, parce que beaucoup d'agriculteurs le disent, arrêtez de nous emmerder, globalement. Faites-nous confiance, on le fait très bien, etc. Et il y a eu un recul là-dessus, à tel point que Christian Pelletier est là, parce qu'il dit, l'agroécologie, elle a pris du plomb dans l'aile. Jeu de mots, merci Jean-Paul. Oser. Oui, oser. Oui, c'est vrai, c'est un peu... C'est dommage. Moi, je vais parler du côté de l'enseignement, plutôt. Je ne vais pas parler du côté de l'agriculture en tant que telle. Il y a quand même une volonté de supprimer le terme 14 fois. Ce n'est pas une fois, c'est 14 fois. Il était peut-être marqué, ce terme. On peut dire qu'il n'y a pas une, mais des façons de faire de l'agroécologie. Nous, dans la formation des enseignants, on insiste là-dessus. Il n'y a pas une agroécologie, il y a différentes façons de faire. Et avec les jeunes, c'est quand même très important de distinguer ces différentes façons de faire. Toutes ne se valent pas, toutes n'ont pas les mêmes objectifs, toutes peuvent être pratiquées, ce n'est pas la question. Mais le fait de dire aujourd'hui, alors que la recherche est complètement d'accord, il n'y a pas de discussion entre les chercheurs là-dessus, que ce soit au niveau français, européen, international. En gros, on dit, on sait bien que le modèle qui s'est développé dans les années 60, 70, chez nous, il faut le réformer, il ne peut plus durer à long terme. À long terme, il ne peut plus durer comme ça. Et donc, il va falloir y aller. Sauf que, des fois, ça freine un petit peu parce que c'est difficile d'y aller. Changer, c'est difficile. Et toutes les études aujourd'hui montrent, parce que ça fait déjà une bonne vingtaine d'années, voire plus, qu'il y a des changements qui se font, et heureusement d'ailleurs, toutes les études montrent que la difficulté principale, c'est l'accompagnement. L'accompagnement des agriculteurs, des agricultrices. Et de la même façon, le monde de l'enseignement vit exactement la même chose. C'est-à-dire que depuis 2008-2009, dans l'enseignement agricole, on ne parle plus de programme, on parle de référentiel, on ne parle plus de distribuer des sommes d'infos et puis débrouillez-vous avec ça, on parle d'entraîner des capacités pour pouvoir agir dans des situations. Dans un diplôme, par exemple le BTS Axe, qui est un des BTS de base, il y a une quinzaine de situations professionnelles significatives qui sont identifiées. Pendant 2 ans, les enseignants doivent mettre les jeunes dans ces situations-là pour entraîner des capacités pour qu'ils puissent agir dans une diversité de situations, plus ou moins agroécologiques, plus ou moins soutenables, durables, comme vous voulez. Donc, c'est une orientation qui est forte. Et le souci, c'est que les moyens pour la formation ne sont absolument pas à la hauteur de, je vais employer un terme fort, de cette révolution. Aujourd'hui, des enseignants qui ont commencé à bosser il y a 30 ans, on leur demande de faire quelque chose qu'ils n'ont jamais appris. On leur demande un changement culturel énorme. Énorme. C'est un changement de cap à 180 degrés. Et l'accompagnement n'est pas à la hauteur de ce changement de cap. Moi, la plupart des enseignants avec lesquels je travaille, ils sont de bonne volonté. Ils ont envie d'accompagner le mouvement, de former les jeunes pour qu'ils soient capables demain de faire face aux enjeux et aujourd'hui aussi. Sauf qu'ils ne sont pas outillés parce que la formation ne leur permet pas. Alors, la formation, ce n'est pas des petits points de détail, Vous savez, des fois, de la formation, c'est quelques ajustements sur ce que l'on sait faire. Non, non, là, c'est un changement identitaire profond. Et donc, on a besoin, on est quelques-uns dans l'enseignement agricole, comme moi, à avoir expérimenté des méthodes, avoir repris des méthodes, on ne réinvente pas tout, et on voit bien que ça passe par une chose essentielle, ce que je viens de dire, et une deuxième, c'est de travailler à partir des situations sociales réelles.
Pas faire des exercices, ne pas donner des exercices scolaires à faire dans lesquels les jeunes, ils s'enquiquinent pour ne pas dire autre chose, ils ne s'engagent pas parce que c'est un exercice scolaire, il n'y a pas d'impact derrière. Alors que quand vous prenez une situation, les vôtres par exemple, que vous les comparez avec d'autres de la même famille, vous mettez les jeunes au milieu de tout ça et l'agriculteur leur dit « moi j'ai un problème, moi j'y arrive pas et j'ai besoin que vous m'aidiez à venir réfléchir à des solutions possibles sur cette question-là. » Je vous assure que les jeunes, ils se comportent bien autrement après. Ils s'engagent dans les apprentissages. Partir du terrain, en clair. Christian, tu es inquiet ? Toujours un peu, déjà. Mais je suis inquiet parce qu'aujourd'hui, c'est point mort. Vous voyez, c'est point mort. On a, nous, dans l'enseignement agricole, comme tout le monde, il n'y a pas eu de budget de voter. Donc les financements qui devaient arriver pour les écoles qui forment les enseignants, eh ben, ils étaient en stand-by. Ils ne sont pas arrivés. Le meilleur moment pour faire de la formation avec les enseignants, c'est le premier trimestre d'une année civile. Il nous reste un mois. Ouais. Donc, comment tu réagis, Claude ? Je découvre. C'est vrai qu'on a tous nos soucis, nos problèmes. Et en fonction des métiers, c'est compliqué. Mais après, je sais que nous, dans le monde agricole, l'agriculteur, il est obligé de s'adapter très rapidement dans toutes ses fonctions, quoi. Que ce soit au niveau, on peut en parler vite fait, de la PAC. Et quand on nous demande d'arrêter certaines productions, quand on nous demande de changer complètement nos façons de travailler, on réagit assez vite parce que c'est notre travail et puis c'est là-dessus qu'on vit, quoi. C'est notre gain. Donc voilà, quoi. Et vous ne réagissez pas ? Après, si, de toute façon, peut-être. À un moment donné, oui. Très Mais bien. après, moi, ce que je voudrais rajouter aussi, c'est il faudrait qu'on évite de toujours comparer les différentes productions, en employant les termes un peu, les différents syndicats, parce que chacun peut travailler comme il a envie, comme il veut faire, et avancer dans la même chose, c'est surtout pour nourrir le peuple, quoi. On est là pour nourrir le peuple, le monde agricole, quoi. Alors, on va finir par une belle histoire avec Déborah. Déborah Brémond, donc vous êtes luthière, on dit luthière. On dit luthière, ouais, artisan luthière. Il Voilà. faut parler bien près du micro. Ça veut dire que ce qui est intéressant, c'est que dans une zone rurale, la Haute-Marne, vous avez créé une entreprise qui fabrique Des guitares, essentiellement. Donc en fait, au sein de mon entreprise, je vais fabriquer, réparer et restaurer des guitares de tout type, en restauration et réparation. Et en fabrication, je suis spécialisée dans la fabrication de guitares jazz et blues. Voilà, ça regroupe en fait des guitares jazz manouche, jazz nylon et guitare électrique aussi. Voilà. Alors, moi je me dis, il y a Yamaha, il y a des marques coréennes, enfin c'est un marché mondial. Comment aujourd'hui en France on est capable comme ça de créer une entreprise qui marche et qui propose et qui fait des guitares ? En fait, c'est largement différent. C'est-à-dire que derrière, le contrôle qualité est différent. Sur une usine, sur une série, on peut avoir des guitares qui sont excellentes comme médiocres, en fait. Qu'un luthier, quelqu'un qui va avoir un regard, un contrôle humain sur la qualité de l'instrument, c'est là où la valeur va s'installer. Et donc, du coup, moi, je peux vraiment avoir un regard et créer un instrument sur mesure. Parce que vous êtes musicienne quand même à la base. Dès le début, Oui, très jeune, vous êtes partie. J'ai commencé la musique, j'avais 3 ans. Donc j'ai commencé par le corps d'harmonie. J'ai fait beaucoup de conservatoires là-dessus. Et ensuite, j'ai commencé la batterie. Et à 15 ans, je me suis rendu compte que c'était possible de fabriquer des instruments. Ce qui m'a intéressé, la guitare, je ne sais pas pourquoi, il fallait une nouveauté. Et puis en fait, après, j'ai fait de nombreux stages. Donc sur toutes mes années de lycée, j'ai fait des stages chez des luthiers pour pouvoir apprendre ce métier. Apprendre le savoir-faire qu'il faut avec. Vous fabriquez que des guitares ou aussi des violons, des contrebasses, non ? Guitare et basse, essentiellement. Guitare et basse. Voilà. C'est déjà du boulot, hein. J'ai pas le que, c'est juste, je dis pas que c'est pas du boulot, c'est pour savoir. Et vous êtes, c'est un métier d'art, c'est ça ? C'est ça, un métier d'art. Donc en fait, les instruments du quatuor sont des instruments avec un fonctionnement totalement différent. Que la guitare est un instrument à cordes pincées. Il y a déjà tout un fonctionnement à comprendre, des forces qui s'exercent sur les matériaux qui sont principalement du bois. Voilà. Du bois, mais différentes essences selon les parties de la guitare. Exactement. Donc, pour la table d'harmonie, par exemple, souvent ce qu'on utilise, c'est des bois résineux, notamment le plus connu, l'épicéa. Donc en fait, on se base sur un rapport rigidité-poids. Voilà.
Et les cordes? Les cordes, il y a différents matériaux. Donc on peut avoir du bronze, de l'acier, phosphore bronze. Mais il y a les essences de bois, il y a la connaissance des vernis, il y a le collage, enfin il y a plein de savoir-faire à différents niveaux. Il y a plein de métiers dans le métier de luthier. Effectivement, à l'époque, quand c'était un métier hyper réputé, il y avait plein de corps de métier en fait. Le vernissage était fait ailleurs, tout était réparti, et les luthiers étaient le technicien de l'acoustique, etc. Maintenant, avec le temps dans lequel on vit, c'est le savoir-faire soi-même. Et vous êtes combien de luthiers en France? Alors j'ai pas de chiffres, Ouais. mais on est plus beaucoup par rapport à il y a quelques années, mais c'est en train de se relancer vraiment. Il y a Et des chez vous êtes combien? en Haute-Marne, on doit être. Non, mais vous, dans votre entreprise? Ah, moi je suis toute seule. Ah oui. Voilà. Mais vous vendez plus cher forcément les guitares, et vous vendez, si je fais le parallèle avec l'agriculture, en local, c'est-à-dire des personnes sont des Français qui viennent vous voir, des Donc, régionaux. en réparation-restauration, ça va être du local, région, effectivement. Je vais avoir un rayon, même peut-être sur le département région, effectivement. Par contre, en fabrication, ça va être du national, voire de l'international. Il y a des luthiers français qui touchent même le monde entier. Donc en fait, en fabrication, c'est très large. Alors, j'ai rien contre Saint-Dizier, mais j'imaginais qu'à Paris, ça aurait été plus facile. Oui et non. En fonction du loyer, c'est différent. En fait, maintenant, avec les réseaux sociaux, la communication peut s'implanter un peu là où on veut. Après, il faut prester un travail de qualité, c'est sûr. Et puis, il faut avoir du travail de réparation, par exemple, parce que la réparation va beaucoup faire vivre un luthier. Dans un premier temps, en tout cas. Ça dépend après vers où on s'oriente, hein, tout est relatif, bien évidemment. Mais Saint-Dizier, il y avait une réelle demande, il y avait un manque. Vous fabriquez combien d'objets, de guitares, de basses par an, hors réparation? Là, je débute, donc Ouais. je suis à peu près à 4 instruments. Maintenant, l'idéal, ce serait peut-être 8. Bon, bah, c'est bien, il vous reste des marges de progrès. Christian ou Claude, comment vous réagissez? Ou Jean-Pierre, comment vous réagissez par rapport... C'est une belle histoire, ça montre que dans les territoires, il faut se lancer et il y a la place pour. C'est une très belle histoire autour de la musique. C'est vrai que c'est magique, c'est magnifique. Bravo, bonne continuation. Merci. C'est l'animation et le développement des territoires ruraux en particulier. C'est une des missions fortes de l'enseignement agricole. Et on a un dispositif, je ne vais pas vendre ma soupe, mais il y a un dispositif qui fait que chaque année, il y a une vingtaine d'enseignants qui travaillent sur des projets d'animation et de développement du territoire. Alors, pas forcément sur ceux-là, hein, mais Ouais. voilà, en lien, ça démarre en lien avec des questions territoriales. Et on retrouve des schémas un peu comme dans l'agriculture. Il ne faut pas se battre contre des géants mondiaux qui font du pas cher. Il faut faire de la qualité. Il faut se démarquer. Il faut se démarquer, puis il faut avoir de la qualité, je pense aussi. Il faut Ouais. avoir de la qualité, du savoir-faire et savoir C'est bien ça. le vendre. Il faut bien le vendre aussi, ouais, c'est quelque chose qu'on sous-estime un petit peu. Mais il faut surtout bouger, en fait. Faut se bouger soi, déjà. Il faut bouger, il faut aller voir les gens. Il faut faire des expositions, il faut montrer ce qu'on fait, pas avoir peur de le montrer. Il faut faire plein de choses. Et surtout, il faut croire en ses projets, il faut bouger. Alors Déborah, on va finir en musique et on va vous laisser gagner, mais c'est pas fini. On va vous laisser gagner votre place pour jouer un peu juste avant le générique. Globalement, ce qu'on retient, c'est qu'il y a de l'espace, il faut saisir les créneaux, il faut s'engager, non? En agriculture aussi. En agriculture, c'est en permanence qu'il y a plein de possibilités de pouvoir se lancer dans des projets. La preuve, moi, il y a 3 ans, je me suis lancé dans les champignons. Aujourd'hui, ça marche. Je travaille à 95% avec des restaurateurs de haut de gamme. Et voilà. Oui, il faut s'engager, il faut oser, il faut être créatif. De temps en temps, il faut bousculer un petit peu. Et puis, on dira pour les jeunes, il faut outiller pour qu'ils résonnent davantage. Et c'est comme ça qu'on va s'en sortir, conflit armé ou pas. Olivier, le mot de la fin. J'ai passé un très joli salon, mieux que je ne le pensais avant l'ouverture. Et tant mieux. Et c'est tant mieux. Oui, parce qu'il partait mal ce salon, et puis au final... un peu d'espoir, ça fait du bien. Voilà. L'espérance, le vert, tu vois, le vert, c'est la Le couleur vert, de c'est pour ça qu'on a l'espérance. choisi cette couleur. Et Jean-Pierre? Je voudrais rappeler que notre luthière fait des pièces uniques. Oui. Et ça, c'est important. Oui, c'est important, c'est ça. Et de qualité, et en le valorisant. Jean-Pierre, on peut vous inviter
on peut regarder votre film. Vous êtes prêt à aller en région, donc n'hésitez pas. Et justement, Hassan, le producteur, est là et me disait que voilà, si vous avez envie d'inviter Jean-Pierre, de faire une séance et de pouvoir discuter après, c'est l'occasion. Et puis aussi, on peut vous retrouver donc au travers de ce documentaire, 52 minutes, très intéressant, où on comprend bien en fait ce qu'il faut, comment dire, l'essence de ce qui fait qu'à un moment donné, ça s'est mal passé. Et on peut vous retrouver sur la plateforme France.tv. Donc, il suffit de taper donc, Jean-Pierre Lambert. Voilà, directement. Et on va finir. Alors, je vous remercie parce qu'il va y avoir le générique. Je vous remercie à vous. Je vous remercie. Je vous remercie surtout à vous. Et on va écouter Déborah. De la guitare manouche. Merci beaucoup, merci à vous, très beau salon et à très bientôt.